Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto, le premier épisode de l'année 2023. Alors bien sûr, je vous souhaite de passer une excellente année 2023, qu'elle soit pleine de réussite, pleine de positifs, que ce soit dans vos vies ou pour vos portefeuilles crypto. Nous, de notre côté, du côté de Cryptos, on va continuer à vous accompagner sur cette année 2023 comme on l'a fait en 2022 avec un épisode du Récap Crypto par semaine tous les lundis dans lequel on va décortiquer, analyser ensemble toutes les actualités du marché crypto, de l'industrie des crypto-monnaies. Donc ce sera, je le répète, tous les lundis aux alentours de 17-18 heures. Comme l'année dernière, on reste sur le même timing. Et pour cet épisode du Récap Crypto, on n'aura pas de grosses actualités majeures comme on a pu l'avoir par le passé, mais plein de nombreuses petites actualités. On parlera notamment des 14 ans de Bitcoin, mais également des nouveautés sur le procès de Sam Bankman-Fried, ou encore de ce fameux partenariat entre Mastercard et Polygon. Et puis on terminera sur quelques statistiques positives sur l'année 2022, même si cette année a été finalement une année rouge pour le marché des cryptos. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! Et on commence avec notre petit événement à nous, puisque la semaine dernière était marquée par l'anniversaire de Bitcoin. Et oui, le réseau Bitcoin a fêté ses 14 ans, déjà 14 ans pour cette création, cette révolution pensée par Satoshi Nakamoto et qui a vu le jour donc le 3 janvier 2009 avec le tout premier bloc miné, aussi appelé Genesis. Et la suite, vous la connaissez très certainement. Au cours des 14 dernières années, Bitcoin est passé d'une technologie de niche réservée aux cypherpunk à un statut de monnaie numérique utilisée dans le monde entier. Alors de manière non exhaustive bien entendu, voici une petite liste des nouveautés de Bitcoin sur l'année 2022. On a eu le 19 millionième Bitcoin qui a été miné en 2022, ce qui signifie qu'on a moins de 2 millions de Bitcoin qui nous restent à miner, ce qui devrait nous emmener théoriquement jusqu'en 2140 environ. On a eu aussi cette année la première version de Taro qui est Taproot Asset Representation Overlay, qui est un protocole qui permet d'émettre des actifs numériques sur la blockchain Bitcoin, notamment des NFT ou encore des stablecoins. On a également assisté à la progression du Lightning Network qui est devenu de plus en plus utilisé, notamment par les sociétés de paiement comme Cash App par exemple. Et puis après le Salvador en 2021, on a eu la Centrafrique en 2022 qui a été donc le second pays à faire de Bitcoin une monnaie à cours légal sur son territoire. Et puis pour finir, le Bitcoin continue d'être adopté en tant que moyen de paiement. Des marques comme Vueling, Gucci ou encore Breitling l'ont accepté cette année en tant que monnaie de paiement pour leur site internet. Évidemment, il y avait encore beaucoup d'autres avancées à évoquer en 2022 pour Bitcoin, mais on ne va pas s'éterniser sur ce sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que 2023 nous réserve pour Bitcoin? Vous le savez, le halving se rapproche inexorablement. Est-ce que ce sera, comme par le passé, l'élément déclencheur du prochain bull run, ou alors est-ce que cette narrative est désormais essoufflée comme certaines personnes peuvent le penser? Ça m'intéresse d'avoir votre avis à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Bitcoin en 2023? Dites-le nous dans les commentaires, on reprendra vos réponses dans la prochaine vidéo. Et on enchaîne avec une autre actualité qui n'est pas forcément très positive, mais qui était très attendue pour tous ceux qui ont suivi de près l'affaire FTX et Alameda Research. L'ex-PDG de FTX, donc Sam Bankman-Fried, est apparu la semaine dernière devant la Cour fédérale du district de New York. À la suite de cette audience, on apprend plusieurs choses assez intéressantes. D'abord, la première, c'est que SBF a plaidé non coupable devant le juge en charge de son affaire qui s'appelle Lewis Kaplan. Alors ça, ce n'est pas vraiment une surprise, il l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines avant l'audience. On savait qu'il prévoyait de plaider non coupable. Et dans un deuxième temps, on apprend aussi que le juge a donné une date prévisionnelle pour le procès de Sam Bankman-Fried qui devrait se tenir le 2 octobre 2023. Alors ça peut vous paraître très lointain, mais c'est assez normal pour ce genre d'affaires. Il faut énormément de temps pour compiler toutes les données, compiler tous les documents, aussi recueillir les témoignages de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et d'ailleurs, le procès en lui-même devrait aussi durer longtemps. On estime qu'il s'étalera sur 4 semaines, le temps d'interroger toutes les personnes, d'étudier toutes les pièces à la disposition du juge pour pouvoir prendre la décision la plus juste possible. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez très certainement puisqu'on en a parlé ensemble lors du dernier épisode du Récap Crypto. En attente de son procès, Sam Bankman-Fried avait été libéré sous caution, une caution de 250 millions de dollars qui avait été payée notamment par 2 inconnus qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle toujours inconnus. C'était la plus grosse demande de caution jamais réalisée aux États-Unis. Alors ça a évidemment beaucoup fait parler, beaucoup fait couler d'encre parce que notamment on craignait que Sam Bankman-Fried avait encore l'accès à certains comptes
ce qui lui avait permis d'envoyer de l'argent à ces fameux inconnus pour qu'il paye sa caution. Et c'est pour cette raison que le juge en charge de l'affaire, Lewis Kaplan, a demandé lors de cette audience que Sam Bankman-Fried puisse conserver sa liberté provisoire à une nouvelle condition qui est qu'il n'ait aucun accès à aucun compte lié à FTX ou Alameda Research. Pour rappel, le juge ne dit pas ça pour rien puisque la semaine dernière, on avait repéré plusieurs transferts assez suspects qui provenaient d'adresses appartenant à Alameda Research et vers des adresses qui pouvaient potentiellement appartenir soit à Sam Bankman-Fried, soit à sa famille ou encore à des amis à lui. Autrement dit, vous l'aurez compris, on résumera la situation comme ça, Sam Bankman-Fried restera libre jusqu'au 2 octobre prochain, jusqu'à la date de son procès. Allez, on continue sur une actualité au ton négatif. Malheureusement, depuis un petit peu plus d'un an, on continue d'entendre parler de ces entreprises du secteur des crypto-monnaies qui sont dans l'obligation de licencier en masse leurs effectifs, voire même de se déclarer en faillite. Et bien la semaine dernière, c'était au tour de Wyre, qui est une société spécialisée dans les infrastructures de paiement, de se retrouver face à des rumeurs de licenciement, voire même de faillite. Concrètement, ça viendrait de l'annulation de son rachat par l'entreprise concurrente Bolt qui avait été annoncée en avril dernier pour la somme de 1,5 milliard de dollars et annulé donc en septembre dernier, un coup dur qui semble avoir été fatal à Wyre. Face aux nombreuses rumeurs, le PDG de Wyre est finalement sorti du silence. Il a adressé un mail à son effectif, un mail qui nous a été partagé par un ancien employé de l'entreprise qu'il a rendu public en le partageant sur les réseaux sociaux. Et dans ce mail, aucune mention à une éventuelle liquidation de l'entreprise ni à des difficultés financières, simplement le fait que l'entreprise devra réduire ses effectifs pour pouvoir se préparer à ces nouvelles étapes. Et par la suite, on a eu Gino qui est une solution de paiement fiat vers crypto qui a demandé à ses clients de retirer leurs fonds de la plateforme pour la simple et bonne raison qu'ils fonctionnaient en partenariat avec Wyre et qu'au vu de la situation actuelle, ils avaient peur que Wyre ne bloque les fonds de leurs clients et donc par mesure de sécurité, ils ont demandé à leurs clients de retirer leurs fonds. Et on a finalement appris quelques jours plus tard, soit ce week-end, que Wyre a limité les fonctionnalités de retrait pour ses utilisateurs, pour ses clients. Un signe malheureusement que la société n'est pas en forme financièrement et qu'il se dirige tout droit vers cette fameuse faillite. Allez, une actualité un petit peu plus positive qui témoigne de l'adoption grandissante de la technologie de la blockchain dans notre vie de tous les jours. Il sera désormais possible de créer et vendre des NFT sur Shopify. Concrètement, ça passera par l'application Venly développée par Shopify qui offrira une solution complète à tous les utilisateurs disposant d'une boutique sur Shopify pour leur permettre de créer, de vendre des NFT sans même avoir aucune compétence technique de développement ou même aucune connaissance sur l'écosystème des NFT. Alors ces NFT seront déployés soit sur la blockchain Polygon, soit sur la blockchain Avalanche, mais ça ne concerne aucunement ni les utilisateurs ni les gestionnaires des boutiques Shopify puisque l'objectif de Venly c'est de simplifier l'accès à ces technologies au point de casser les barrières techniques à l'entrée. Je cite, « Grâce à notre application, la mise en vente de NFT est similaire aux produits Shopify ordinaires. Choisissez le nom, définissez l'inventaire et le prix, puis listez le tout comme vous le feriez normalement. » Évidemment, la création de NFT avait été grandement simplifiée grâce à des géants du domaine comme OpenSea ou encore un petit peu plus tardivement sur Solana Magic Eden, mais le fait de le transposer à des plateformes aussi connues que Shopify, c'est quand même un signal fort de démocratisation pour cette technologie. Et ce n'est pas la seule fois que Polygon a fait l'actualité cette semaine. Et on parle encore une fois d'un véritable coup de maître de la part de la solution de seconde couche d'Ethereum qui a annoncé la semaine dernière avoir réalisé un nouveau partenariat de grand renom, cette fois-ci avec le géant du paiement Mastercard. Alors ce partenariat, cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'un programme lancé par Mastercard visant à développer les technologies du Web3 pour les artistes musicaux. Concrètement, l'objectif de Mastercard, c'est d'accompagner tous les artistes musicaux, qu'ils soient chanteurs, DJ, producteurs, dans l'utilisation des nouvelles technologies du Web3 qui s'offrent à eux. Ça inclut notamment les tokens non fongibles, les NFT, qui remettent d'ailleurs le fonctionnement de la propriété intellectuelle et des royalties sur le devant de la scène. Et donc, et c'était l'actualité de cette semaine, la solution qui a été choisie par Mastercard pour développer tout ce programme n'est nulle autre que Polygon, la fameuse Layer 2 d'Ethereum. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse à ce sujet, puisque si l'écosystème des crypto-monnaies subit actuellement de plein fouet le bear market, vous le remarquez, vous le ressentez très certainement, Polygon, lui, se distingue plutôt par tous ces partenariat de grande envergure. Alors avant Mastercard, on avait eu le droit à une participation dans l'accélérateur de Disney. On avait eu aussi
une collaboration avec Mercedes-Benz ou encore une autre collaboration majeure avec Meta dans le cadre de l'instauration des NFT sur le réseau social Instagram. Et puis on a eu aussi le programme de fidélité de Starbucks qui s'est développé sur Polygon. Bref, énormément de nouveaux partenariats très prometteurs pour la solution de seconde couche d'Ethereum. Et cette semaine, on a eu le droit à une actualité qui a fait le tour du monde des journaux crypto et qui concernait un Français, mais malheureusement pour les mauvaises raisons, puisque le ministère de la Justice américain a annoncé avoir arrêté et déposé des accusations à l'encontre du fondateur d'une collection de NFT qui s'appelle Mutant Ape Planet. Cette personne est suspectée d'avoir extorqué 2,9 millions de dollars à sa communauté. Et comme je vous le disais, il s'avère que le responsable présumé de cette arnaque est un Français. Il a 24 ans, il est développeur et il a donc été arrêté jeudi soir dernier à l'aéroport de New York. Il était en transit vers son lieu de vie, les Émirats Arabes Unis. Je cite le document déposé par le ministère américain de la Justice. Les acheteurs de NFT de Mutant Ape Planet pensaient investir dans la nouvelle connexion à la mode, mais ils ont été trompés et n'ont reçu aucun des avantages promis. Alors quels étaient ces fameux avantages en question? Rien de très nouveau, tout ce qu'on peut retrouver chez d'autres collections de NFT, notamment la sortie d'un token, les fonctionnalités de staking, de nombreux giveaways et des goodies, des vêtements offerts. Bien entendu, rien de tout ça n'a jamais vu le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs preuves accablent actuellement le développeur de 24 ans, notamment grâce à des screenshots qui ont été enregistrés de conversations entre l'homme et des membres de sa communauté, notamment celle-ci, je cite: « Nous n'avons jamais eu l'intention de faire un rug pull, mais la communauté est devenue trop toxique. » Et pour couronner le tout, de nombreux influenceurs sur Twitter ont mené l'enquête et ont recoupé plusieurs sources pour se rendre compte que ce développeur français était aussi à l'origine d'un autre projet de NFT, d'une autre arnaque qui s'était déroulée en avril dernier et qui lui avait permis de soutirer 1,6 million de dollars à sa communauté. Bref, on parle véritablement d'un serial arnaqueur. Et on termine avec une actualité un petit peu plus légère. Alors que l'écosystème Solana peinait à se remettre de la faillite de FTX, le cours du sol, qui effleurait des plus bas jamais connus depuis bien longtemps, a finalement rebondi la semaine dernière, et ce, grâce à un nouveau meme coin. Baptisé Bonk, cette crypto à l'effigie d'un Shiba Inu a vu son cours se multiplier par 10 en l'espace de quelques jours seulement. Alors concrètement, d'un point de vue technique, rien de bien solide pour ce projet qui se décrit sur son site internet comme la première crypto-monnaie de type Dog sur l'écosystème Solana, par le peuple et pour le peuple, bref, une énième copie du Dogecoin ou encore du Shiba Inu, mais le Bonk a réussi à se distinguer en réalisant un airdrop de tokens pour tous les détenteurs de NFT de l'écosystème Solana. Et ça a bien marché puisqu'en l'espace de 24 heures, le Bonk a enregistré près de 30 millions de dollars de volume sur les plateformes décentralisées de Solana. C'est pratiquement 70% des volumes sur Orca, qui est l'exchange sur lequel était listé le token auparavant, et environ 40% du volume total échangé sur Solana en une journée. Alors évidemment, le fait d'en parler aujourd'hui dans cet épisode du Récap Crypto n'est aucunement une incitation à l'investissement. Il faut évidemment s'éloigner le plus possible de ce genre de crypto-monnaie plutôt que d'essayer d'y investir dessus. Ça ne repose sur rien, aucun fondement technique, aucun fondamentaux. L'équipe n'est même pas connue, on ne connaît strictement rien sur ce projet, donc c'est beaucoup trop risqué d'essayer d'y investir. Et puis surtout, une telle hausse n'augure qu'une baisse très violente dans les prochains jours, qui a déjà d'ailleurs commencé depuis l'écriture de l'article à ce sujet. Et si on devait tirer un point positif de ce token Bonk, c'est qu'il a permis de créer un regain d'engouement autour de Solana et qu'il a permis aussi de montrer que l'écosystème peut indéniablement vivre sans Sam Bankman-Fried et sans tous les autres investisseurs. Bref, voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère bien entendu qu'il vous aura plu. Comme je vous avais dit en début de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos prédictions sur l'année 2023 pour Bitcoin. On reviendra bien entendu dans la prochaine vidéo sur toutes vos prédictions et on verra un petit peu dans quel sens ça va. Je vous souhaite de passer encore une fois déjà une très bonne année, bien entendu, une excellente semaine et puis je vous dis à lundi prochain.